Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous, cela va faire près de 60 jours que Donald Trump a été assermenté comme 45e président des États-Unis avec sa fameuse tirade « À partir d'aujourd'hui, ce sera les États-Unis d'abord ». Depuis que les médias nous ont beaucoup parlé de la trumpisation des esprits, du populisme à la Trump et même de la trumpisation du monde, nous voulions nous pencher à notre tour sur ce vent libertaire et populiste qui souffle sur nos voisins. Représente-t-il un danger pour la démocratie? Pourrait-il pervertir le monde politique, économique et social américain, mais plus largement d'Amérique du Nord et donc du Canada? Et les scientifiques doivent-ils être méfiants et redouter le retour de la censure? Les Canadiens se souviennent encore des années Harper et frémissent. Justement, de nombreux scientifiques américains et d'ailleurs ont décidé de se mobiliser, de sortir prochainement manifester pour réaffirmer l'importance de la science en matière de changement climatique, mais aussi de protection de l'eau, d'environnement. Alors nous voulions parler aussi de résistance qui s'organise pour ne pas sombrer dans cette trumpisation du monde. Donc nous sommes aujourd'hui en compagnie du directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM, Frédéric Mérand. Bonjour. Bonjour Isabelle. Et on est aussi en compagnie de Jérémy Boucher, rédacteur scientifique, qui tient un blog académique Innovic sur les innovations en santé, mais qui est invité aujourd'hui aussi parce que c'est l'un des organisateurs de la future marche québécoise des scientifiques contre Trump. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux. On va commencer tout de suite. Ce qu'on appelle le Trumpisme, ce n'est pas juste américain, si? Non, effectivement, c'est devenu un modèle un peu à l'échelle planétaire, on pourrait dire. Ça s'inscrit dans un courant dont on voit l'émergence depuis surtout quelques années, mais qui en fait historiquement a toujours existé ou a existé depuis aussi longtemps que la démocratie moderne. C'est le populisme, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il y aurait une personne qui incarne le peuple, que toutes les personnes qui s'opposent à lui ne sont pas du peuple, sont des corps étrangers. Donc Trump a mené vraiment cette pratique du populisme à sa perfection, on pourrait dire, et il devient un exemple un peu partout. On le voit, Marine Le Pen, on le voit y compris par exemple en France chez des candidats de la droite traditionnelle qui s'inspirent aussi des mêmes techniques, donc qui visent par exemple à délégitimer le système judiciaire, les médias, les mouvements sociaux, bref, toutes les personnes qui peuvent s'opposer à sa vision du monde. Ce qui est particulier avec Donald Trump, c'est qu'il le fait de manière, disons, plus inattendue et plus imprévisible que beaucoup d'autres dirigeants populistes. Donc, par exemple, Marine Le Pen a une idéologie qui est assez claire, qu'on connaît bien, et donc on peut assez facilement prédire ce que Marine Le Pen dira demain. Trump, ce qui le caractérise par rapport à d'autres, c'est cette imprévisibilité, cette façon de fonctionner comme si les institutions n'existaient pas et comme si la vérité n'existait pas non plus. Donc ça, c'est peut-être une particularité. Monsieur Boucher, avez-vous eu l'occasion de parler de Trump et de trumpisation dans votre blog? Non, pas encore, c'est vrai. En santé publique, au Canada, c'est sûr qu'on n'a pas encore les effets. Maintenant, je lisais encore hier que il y a des scientifiques aux États-Unis qui commencent à penser peut-être déménager et puis aller au Canada pour aller faire leurs recherches. Donc peut-être qu'en santé publique, on va avoir les effets d'ici quelques mois ou quelques années. Mais non, sur Innovic à l'Université de Montréal, on parle pas de ça encore pour le moment. Vous êtes d'origine française. Est-ce que vous avez ressenti là-bas? Est-ce que vous lisez un peu les journaux français? Est-ce qu'on en parle un peu beaucoup comme on en parle ici beaucoup? On en parle aussi beaucoup, c'est sûr. Ce monsieur fait les grands titres dans les journaux français aussi. Je me renseigne assez souvent quand même. Mais comme vient de dire un collègue, c'est sûr que on voit les effets. Certains copient les façons de faire. Marine Le Pen, François Fillon encore dans sa défense il y a quelques jours a accusé les médias d'avoir d'être une cabale, c'est une cabale contre lui, et puis il y a un complot, donc on retrouve cette idée de complot aussi en France là. Donc oui, il y a une trompisation des esprits. Oui. Qu'incarne Donald Trump exactement, et qui sont ceux qui ont voté pour lui? Alors, ce qu'il incarne, c'est une grande question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais qui a voté pour lui, ça, on le sait assez bien.
D'abord, il faut mentionner que le gros de son électorat, c'est l'électorat traditionnel du Parti républicain, c'est-à-dire le sud des États-Unis, les riches, les personnes racistes, les personnes dont la pratique religieuse est notamment évangélique est très affirmée. Donc, on connaît les catégories qui traditionnellement portent leur voix sur le Parti républicain. Et une surprise de cette élection, c'est qu'elles ont voté pour Donald Trump, alors que beaucoup de gens pensaient que les conservateurs auraient peur de lui parce qu'il avait, disons, un style de vie qui n'est pas très conservateur. Ensuite, il est allé chercher un petit peu de vote chez les personnes qui s'opposent au système, disons, ou qui étaient... qui en ont assez de la mondialisation. Donc ça, c'est un peu le vote qu'il est allé chercher dans les grands lacs, des régions qui sont traditionnellement démocrates, mais qui cette fois-ci ont voté plutôt pour Trump. Faut pas non plus exagérer ce phénomène. Une des conditions de la victoire de Trump, c'est aussi le fait que beaucoup d'électeurs démocrates ne se sont pas déplacés pour Hillary Clinton. Donc c'est l'absentéisme davantage qu'un transfert de vote. Ensuite, il faut aussi évoquer le fait que et rappeler plutôt que Trump a eu quand même une minorité des voix et que c'est le fait qu'il ait eu une très courte majorité dans un nombre d'États stratégiques qui lui a permis de remporter la victoire. Donc, en gros, c'est pour résumer l'électorat de Trump, c'est essentiellement l'électorat traditionnel du Parti républicain dans un contexte où un certain nombre de voix qui s'étaient portées sur Barack Obama ne se sont pas portées sur Hillary Clinton. Et dans ce vote Trump, il y a effectivement des caractéristiques qui sont pas nécessairement communes à tous les électeurs, mais qui sont plus marquées chez les électeurs de Trump que chez les électeurs soit de Hillary Clinton, soit de candidats républicains précédents. Et le racisme en fait partie. On pourra évoquer d'autres sujets, mais par exemple, c'est très fortement corrélé avec le climato-sceptisme et avec un certain nombre de valeurs ultra conservatrices. Oui, du côté des idées scientifiques ou des non-idées scientifiques que Trump incarne, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve c'est d'ailleurs ce que dénoncent les gens de l'événement March for Science, c'est une hostilité à la science qui transpire là. C'est sûr que ils sont pas dans les faits, dans les données probantes, dans les études scientifiques qui permettent d'aller évaluer le pour le contre des choses. Donc on retrouve cette hostilité chez certains, notamment chez Stephen Bannon, qui est foncièrement anti-science et donc c'est ça qui fait peur aux gens, je pense surtout, c'est de voir que les États-Unis, un des pays qui produit le plus de science au monde, a une administration qui est foncièrement hostile à la science. Je pense que c'est ça qu'on retrouve. Donald Trump a des supporters internationaux. On pense à Israël notamment. Donc, est-ce qu'il en a d'autres? Est-ce qu'il est supporté de manière internationale? Actuellement, on pourrait dire qu'il y a 3 catégories. Je pense que dans beaucoup d'États, on se pose la question comment réagir au fait que Trump va être le président de la plus grande puissance du monde pendant les 4 prochaines années, voire pendant les 8 prochaines années. Et là, on peut voir 3 groupes émerger. Un premier groupe, comme vous l'avez mentionné, ce sont les dirigeants qui sont très heureux de la victoire de Trump parce qu'ils estiment que une présidence républicaine vigoureuse ne peut que servir leurs intérêts. Israël vient à l'esprit, mais on peut penser à la Hongrie aussi, de Viktor Orban, un autre grand dirigeant populiste. On pense évidemment à Vladimir Poutine, qui s'est réjoui et qui a probablement joué un rôle, bien que mineur, dans la victoire de Donald Trump. Donc, ce groupe-là, et on peut penser que ce groupe de pays va s'élargir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui vont dire, finalement, Trump, ça marche et on a besoin d'un allié et si c'est pas Trump, qui sera? Donc ça, c'est un premier groupe. Deuxième groupe, dans lequel on pourrait mettre le Canada, le Royaume-Uni, ce sont les dirigeants qui sont pas très enthousiastes, mais qui vont, disons, s'aligner ou en tout cas s'accommoder de la présidence Trump, soit
pour des raisons commerciales, comme le Canada, soit parce que ça s'inscrit dans leur stratégie internationale. Donc, si on pense au Royaume-Uni, Theresa May est en négociation avec l'Union européenne pour que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Elle a besoin d'alliés dans le monde. Vers qui se tourne-t-elle? Elle se tourne vers Donald Trump parce que ça lui permet d'avoir un plus grand pouvoir de négociation face aux Européens. Et il y a une troisième catégorie de pays, pensons au Mexique, qui, évidemment, comme ils ont été stigmatisés par Donald Trump et que la politique de Trump leur pose énormément de problèmes, vont être tentés finalement de verser dans l'anti-américanisme, on pourrait dire, mais en tout cas de s'opposer de manière frontale à la politique de Trump. Et des pays comme la Chine, on ne sait pas encore exactement où ils vont camper. Là, en ce moment, aujourd'hui même, il se passe des choses en mer de Chine méridionale qui sont très inquiétantes, qui se passent aussi en Corée, donc où Trump a pris des positions qui sont jugées hostiles par la Chine. Donc ça, c'est un grand pays. On ne sait pas encore comment il va se comporter. L'Inde, même question. Le gouvernement nationaliste indien est pas antipathique à Donald Trump. En même temps, il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas réglés entre les États-Unis et l'Inde. Donc, il y a plusieurs pays comme ça qui sont un peu sur la bascule, où on ne sait pas, est-ce qu'ils vont s'opposer à Trump, est-ce qu'ils vont essayer de s'accommoder, ou au contraire, est-ce qu'ils vont se réjouir et s'aligner de manière systématique à la position de Donald Trump. Oui, parce que c'est seulement 60 jours, là, on vit tout le début de ce mandat-là. Là. Monsieur Méran, vous avez écrit une lettre d'opinion donc sur la trumpisation du monde. Vous écrivez que le défi le plus important des 4 prochaines années sera d'empêcher donc cette trumpisation du monde. Comment on fait ça? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est que les États qui ne font pas partie, disons, des 3 grandes puissances qui mènent le jeu à l'heure actuelle, les États-Unis, la Chine et la Russie, se parlent. Ça a commencé un tout petit peu, mais on a quand même l'impression que les dirigeants sont tétanisés. Et là, on pourra parler de la société civile, des scientifiques, j'imagine plus tard, mais si on regarde seulement les dirigeants politiques, tout le monde est tétanisé, personne ne sait exactement comment réagir. Et la pire chose, ce serait de fonctionner en ordre dispersé, parce que ça, évidemment, ça sert les intérêts de Trump. S'il a un monde qui est complètement divisé, ça lui permet de choisir qui va gagner et qui va perdre. Et si on pense, je reviens à l'exemple du Royaume-Uni, ou prenons le Canada, tiens. Le Canada, en ce moment, il y a une tentation très forte de dire c'est pas grave l'élection de Donald Trump pour nos relations commerciales parce qu'il va s'attaquer au Mexique et puis nous finalement on va bien s'en sortir. On entend beaucoup ce discours-là. Moi je pense qu'il faut s'inquiéter parce que c'est le Mexique maintenant, mais quand on voit la façon dont il se comporte jusqu'à maintenant, il pourrait très bien un jour décider de s'attaquer au Canada et le jour où il le fait, si nous n'avons pas été solidaires, n'avons pas eu des relations avec tous les États qui ont été brutalisés par Trump, mais personne ne viendra à notre rescousse. Donc, je pense que la première des choses, c'est de se parler. C'est d'organiser des rencontres internationales entre les dirigeants. On peut penser à Justin Trudeau, Angela Merkel, mais pas seulement entre les pays occidentaux. Il y a beaucoup d'États dans le monde qui jouent un rôle de plus en plus important. On peut penser à l'Indonésie, on peut penser au Brésil, les pays africains, et qui sont dans la même situation que la nôtre, finalement. Ils sont peut-être plus pauvres, mais ils sont exactement dans la même situation que la nôtre. Ils ne veulent pas être les prisonniers de la politique américaine ou d'une rivalité entre les États-Unis et la Chine ou d'une alliance entre entre la Russie et les États-Unis. Et donc, il faut commencer à discuter des stratégies pour proposer une alternative finalement au monde que veut imposer Donald Trump et aussi trouver des réponses aux stratégies qu'il va mettre en place. Donc par exemple, lorsqu'il décide que les changements climatiques, visiblement ce ne sera pas sa priorité, je pense qu'on peut dire ça. Est-ce que ça veut dire que parce que les États-Unis sont plus dans le coup, nous on fait rien, ou est-ce que tous les autres États, et encore une fois j'insiste pour dire que c'est pas seulement les États occidentaux, décident de quand même aller de l'avant et ne se laissent pas arrêter par la présence de M. Trump? Il va falloir trouver des stratégies. Les répercussions sur la recherche scientifique et les politiques de santé sont grandes déjà. Ça pousse les scientifiques à s'élever pour manifester contre Trump. Les marches du 22 avril, il y en a une à Washington. Est-ce que tu peux d'abord parler de celle de Washington? Est-ce que c'est ça qui a lancé...
Oui, la marche de Washington, en fait, on peut rappeler la genèse, ce qui est assez impressionnant ce qui s'est passé. C'est parti d'une conversation sur le réseau social Reddit, où il y a un utilisateur, je pense qui a un doctorat, qui d'ailleurs fait partie de l'organisation maintenant, suite à une discussion sur ce qu'il pouvait faire pour aller contre-attaquer l'équipe Trump, qui parlait déjà d'aller couper dans les pieds, Environmental Protection Agency, qui parlait d'aller se retirer de l'accord de Paris. Dans la discussion, il y a quelqu'un qui lance, on devrait avoir une marche pour les scientifiques à Washington. Puis là, c'est parti, ça s'est emballé, et les gens se sont rendus compte que en l'espace de quelques heures, les gens seraient prêts à aller marcher. Et donc quelqu'un a lancé une page Facebook, et entre le mardi soir, le début de la conversation et la création de la page, et le mercredi soir, ils sont passés de 200 personnes à près de 300 000 personnes sur la page. 22 avril, journée de la Terre. Ouais, exactement. 22 avril, ils ont mis du temps à trouver la date. Je pense que c'était stratégique. Et au final, ça va se dérouler le 22 avril, qui est aussi la journée de la Terre. Je pense que c'est aussi stratégique et politique de faire ça. Donc il y a une marche à Washington, il y en a pas loin de 270 aux États-Unis. C'est devenu une marche, un événement mondial, puisqu'il y a maintenant près de 300, à date d'hier, là, j'ai regardé, il y a 361 marches de prévues. Dans le monde, il y en a même une à un petit village qui s'appelle, au Groenland, qui s'appelle Kasanlingsuaq, où il y a 850 personnes, et il y a 9 personnes qui se sont engagées à marcher pour la science. Donc c'est impressionnant, mais c'est encore en train de grossir, mais voilà, on va rester vers quelque chose de comme 400 marches dans le monde à peu près. Là. Oui, au Canada, il va y en avoir une à Ottawa, il va y en avoir une ici aussi, peut-être. Au début, ça a commencé comme une marche, après une conférence de presse, puis probablement une marche. Exactement. Donc explique-nous, est-ce qu'il va y avoir vraiment une marche le 22 Oui, il va y avoir avril? une marche à Montréal, parce que moi j'ai démarré ça tout seul. Après, je me suis dit, il y a des gens qui vont se greffer rapidement, mais on est tous occupés. Il y a aussi que la date n'était pas tombée pendant 3 semaines, un mois. Pendant 3 semaines, la date n'était pas choisie à Washington, donc c'est difficile de s'impliquer et s'engager quand on ne connaît pas la date de ce qui va se passer. Mais il y aura une marche à Montréal. On est en train de voir comment ça va se passer. Il y en aura une à Ottawa. En tout, il y en aura 17 au Canada, quand même. Ce qui nous freine à Montréal, c'est parce que maintenant on doit déposer un plan de la marche, et il y a certains endroits qui sont un peu plus délicats que d'autres. Ouais, c'est complexe. Depuis le 22 avril 2012, la grande marche, les services d'urgence sont un peu plus regardants vis-à-vis de ce qui peut se passer, mais il y a quand même moyen d'organiser quelque chose, et puis de parler avec la police, et puis ça dépend si on est 500 ou si on est 50 000, voilà. Mais on sera plus que 500, j'en suis convaincu. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce genre de marche ou de ce genre de manifestation? Premièrement, c'est sûr que les marches dans le monde entier sont en support à ce qui se passe aux États-Unis. Ok, à la base c'était ça. Maintenant, il y a des spécificités régionales, si on peut dire. À Montréal, au Canada, on a connu les Harper. Ça fait pas si longtemps que ça, donc je pense qu'il y a quand même, c'est encore frais dans les mémoires des gens, dans les esprits. Et qu'est-ce qu'il faut s'attendre, c'est rappeler, comme aux États-Unis d'ailleurs, l'importance d'une science financée par le public. Et donc, c'est totalement honteux d'aller museler la science et d'aller museler les scientifiques, parce qu'ils sont payés par le public, la plupart. On parle de l'INRS, on parle des scientifiques fédéraux qui sont plus de 22 000. Mais c'est aussi l'importance d'aller rappeler une science forte pour la démocratie. C'est-à-dire que le fait que les deux sont liés. Okay, une science faible dans un pays démocratique n'est pas bonne pour la démocratie. Donc ça, c'est un des points aussi importants. Et à Montréal, ce qui est une grande ville universitaire, il y a 4 grandes universités. La ville vient d'être nommée ville préférée des étudiants dans le monde. Donc il y a moyen de faire quelque chose de retentissant à Montréal, et puis de rappeler le côté international, mais aussi régional à Montréal, au niveau du Québec, puis au niveau du Canada. On va donner la page Facebook, vous allez pouvoir suivre un petit peu tout ça avant le 22 avril prochain. Monsieur Méran, est-ce qu'il est possible de s'adapter à Trump? C'est une large question. Je pense qu'on a déjà commencé à s'adapter à Trump. Le fait que
le respect des institutions démocratiques et représentatives demeure très, très fortement ancré, je pense, dans la population américaine, mais aussi à l'extérieur. Et donc, les manifestations dont on parle, par exemple, elles s'inscrivent dans le contexte normal de la démocratie représentative, mais aussi citoyenne. Dans un sens, c'est une bonne chose que des élections comme celle de Donald Trump soient plutôt perçues comme un mauvais moment à passer plutôt qu'une révolution ou un coup d'État, parce que il y a pas si longtemps où on estimait que des transformations comme celle-là devaient se régler par la force. Donc, je pense qu'on a déjà commencé à s'adapter. La question, je pense qu'il faut séparer 3 enjeux. Il y a des enjeux qui relèvent de la politique américaine, donc par exemple le financement de la science. Évidemment, rien n'empêche le Canada de continuer, voire d'accroître le financement de la science et de profiter du fait que les États-Unis vont perdre finalement une position centrale, en tout cas la position centrale où vont perdre des points à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est un type d'adaptation, de mitigation qui fait que on peut continuer à faire des choses. Ensuite, sur les relations commerciales, sont un enjeu qu'on peut difficilement éviter. Le Canada et le Mexique sont dans une position très délicate parce que on est tellement dépendant sur le plan économique des États-Unis qu'on ne peut pas se permettre d'opposer frontalement sur tous les points. Donc, j'imagine que le gouvernement à Ottawa a une stratégie à cet égard, mais évidemment, une des stratégies qui est mise de l'avant, c'est de fonctionner au niveau des États plutôt que du gouvernement fédéral, parce qu'il faut pas oublier que dans les États fédéraux comme le Canada et les États-Unis, finalement, le fédéral a un certain pouvoir, mais les États en ont tout autant, et on peut travailler avec beaucoup d'États. Si on regarde les États du nord-est des États-Unis, ils sont plutôt proches de nous, même sur le plan idéologique. Vermont, si on pense à la Californie, la bourse du carbone que nous avons développée, les Californiens sont encore en plus anti-Trump que les Canadiens, donc il y a quand même beaucoup de liens qui peuvent être faits. Sur le plan stratégique et militaire, comme moi c'est un peu mon sujet, je peux pas m'empêcher d'en parler. Là, ça va être extrêmement intéressant parce que la position de Trump est encore assez peu connue. Ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il voulait revenir à une espèce d'une protection nationale, donc il veut augmenter considérablement les dépenses militaires. Mais en même temps, il dit ne plus vouloir se mêler des affaires des autres, finalement. Il dit ne plus vouloir faire d'intervention à l'étranger qui ne répondrait pas à l'intérêt national. Et donc ça, c'est intéressant à voir parce que si on prend son prédécesseur, Barack Obama, c'est quelqu'un qui était certes moins interventionniste que George Bush le deuxième, mais qui a quand même amené les États-Unis dans un nombre important d'aventures militaires et qui n'est pas nécessairement du goût, par exemple, de la gauche ou des progressistes. Donc, sur ces questions-là, Donald Trump est encore difficile à lire, et très difficile à cerner, et donc je pense qu'il faut réserver notre jugement. Oui. Comment peut-on contourner l'influence de Trump, donc lorsqu'il a déclaré, par exemple, valider des données scientifiques de l'Agence américaine d'environnement, et que dire des appréciations du président sur les changements climatiques, qui serait un grand canular mondial? Est-ce que c'est le retour des années Harper pour la science, Monsieur Boucher? En tout cas, aux États-Unis, on pourrait même presque dire que ça pourrait être pire parce que ça pourrait être pire. Oui, personne s'est jamais attaqué à l'EPA aux États-Unis. Et puis là, à peine 15 jours après l'inauguration de la journée d'inauguration de Trump, ils en parlaient déjà. Et j'ai encore lu hier que puis ça, on parle de l'influence sur le Canada, tout ça, et j'ai encore lu hier qu'ils vont couper dans les financements sur la protection environnementale des Grands Lacs. Ouais. Et puis certains scientifiques disent si vous coupez les financements, on perd le lac Erie carrément. Genre, littéralement, là, ils vont passer ils vont réduire, je pense, le financement à 10% au niveau de la recherche scientifique. Fait qu'il y a un peu, je dirais, c'est un peu ce qui s'est passé sur l'ère Harper, mais bodybuildé, hein. Parce qu'on se souvient des lacs expérimentaux où le Canada voulait plus investir là-dedans, et même au niveau international, il y a des pays qui disaient, mais nous, on aimerait venir chez vous parce que c'est un endroit unique pour aller faire de la recherche scientifique sur les lacs. Donc, c'est un peu l'équivalent. Et donc, ce qui va se passer avec le lac Erie, par exemple, s'ils veulent couper là-dedans,
forcément, il y a une frontière commune, donc il y aura des impacts. Reste à savoir comment va réagir le gouvernement canadien vis-à-vis de ça. Oui, c'est grave, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Je pense que je sais pas si dans l'histoire américaine il y a un équivalent, j'ai pas l'impression. Oui, mais il y avait des années Bush, on a effleuré un peu ça, c'était la guerre républicaine à la science. Bush a été quand même assez loin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu ce retour-là? On peut dire que ça a préparé, et il faut pas regarder seulement la présidence. Si vous regardez l'opinion des républicains au Congrès, qui sont aujourd'hui, donc, rappelons qu'ils contrôlent toutes les chambres et qui vont bientôt contrôler la Cour suprême aussi, donc ça veut dire que Trump est capable de faire tout ça parce qu'il jouit d'une coalition à Washington, en tout cas, qui est peut-être pas soudée. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à sauter du bateau à la première occasion, mais qui pour l'instant tient et qui partagent des valeurs qui, sur le plan scientifique, sont aberrantes. Et pas seulement sur les sciences dures, on pourrait dire. Ça fait déjà plusieurs années que le Congrès américain a décidé de couper tout financement à la science politique, qui est ma discipline à moi, ou à la National Science Foundation, parce qu'ils estimaient que la science politique, c'est seulement de la science partisane de gauche démocrate. Et donc, c'est un mouvement qui a commencé depuis longtemps. Donc, lorsqu'il s'attaque à l'EPA, il sait qu'il peut le faire parce qu'en fait, tous les autres candidats à la primaire républicaine partageaient plus ou moins les mêmes opinions que lui. Donc, il arrive dans un contexte où, même si ses positions ne sont pas nécessairement très populaires dans l'opinion publique américaine, et Trump, il faut le rappeler aussi, est jusqu'à maintenant un président très impopulaire, beaucoup plus impopulaire que tous ses prédécesseurs, il jouit quand même d'une forte assise au sein du mouvement républicain, surtout sur les questions scientifiques, changement climatique, etc. Ouais, donc on a le Trump qu'on mérite finalement, c'est ça. Donc merci beaucoup. On était en compagnie de Frédéric Mérand, le directeur du Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal, et de Jérémy Boucher, rédacteur scientifique donc du blog Innovic. On va mettre ce lien là aussi sur les innovations en santé, et un des organisateurs ou l'organisateur principal, la future marche québécoise. Et on mettra la page Facebook, comme ça vous allez pouvoir y aller aussi et participer et aller marcher. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin, la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, en ses résultats